Sur Internet, on peut partager beaucoup de choses. Des images, des vidéos, des critiques de livres, des liens vers des pages qu'on a trouvées intéressantes. Celui qui partage doit se poser la question de qui pourra accéder à ces ressources, avant tout, parce qu'il ne veut pas toujours les rendre publiques. Il les destine peut-être à un cercle d'amis. Mais dans certains cas, il ne veut pas en limiter l'accès, car il pense que de nombreux internautes pourront les trouver utiles. Changeons maintenant de point de vue. Un internaute cherche une image pour illustrer un document. Il aimerait accéder à ces ressources partagées par d'autres. Comment retrouver une image qui contient par exemple un pélican plongeant dans l'océan Pacifique? S'il fait une recherche sur le mot pélican dans un moteur de recherche d'images, le moteur va s'appuyer sur les mots-clés qu'il a pu associer automatiquement à l'image. Quelle capacité un moteur a-t-il de trouver automatiquement les bons mots-clés, ceux qui seront utiles à l'internaute en quête d'image? Alors, la première technique consiste à analyser les textes qui entourent les images et à en extraire les mots-clés. C'est ce qu'on appelle le processus d'indexation automatique. Avec un peu de chance, ces textes contiendront le mot pélican et l'expression océan Pacifique. Mais il n'y a pas toujours de texte entourant l'image, ou bien ces textes ne sont pas nécessairement pertinents pour décrire l'image. Par exemple, on trouvera peut-être vacances à San Francisco, ou bien faune locale au printemps. Pas l'ombre du mot pélican. Alors une technique complémentaire consiste à analyser le contenu de l'image elle-même. Si cela est très facile pour un humain, ça l'est moins pour un programme informatique. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de reconnaître automatiquement un pélican sur une image, à moins de développer un programme informatique spécialisé dans la reconnaissance des oiseaux, et même dans ce cas, il y aura des erreurs. En tout cas, pour le cas d'une base d'images très large, non spécialisée, cela ne fonctionnera pas. Alors, comment faire ? Eh bien, il n'y a qu'à mettre les humains au travail. C'est si facile pour eux d'associer les bons mots-clés à une image. C'est ce qu'on appelle l'étiquetage, ou le tagging en bon franglais. Qui va associer des tags à une image ? Cela peut être celui qui la dépose dans un site de partage d'images, ou encore les internautes qui, tombant sur cette image, décideront de la décrire par des tags afin de la retrouver plus facilement. En faisant cela, ils en bénéficieront eux-mêmes pour leur prochaine recherche, mais ils en feront aussi profiter les autres internautes en quête de pélicans. On découvre ainsi un autre aspect du web social qui s'appuie sur la contribution des internautes pour rendre plus accessible le contenu du web. On a donc compris que lorsque les programmes informatiques qui indexent les ressources du web sont pris en défaut, les internautes peuvent venir à la rescousse en associant eux-mêmes des tags. Il est temps de faire un petit tour d'horizon des cas où l'indexation automatique des moteurs de recherche ne peut répondre aux besoins des internautes et où les tags apporteront beaucoup. Il est tard, j'ai encore du travail. J'aimerais bien écouter un peu de musique qui donne de l'énergie, mais si possible sans parole, pour pouvoir me concentrer facilement. Comment trouver cela en ligne ? Je me rends sur mon site d'écoute de musique en ligne et je pose une requête. Musique énergisante sans parole. Eh bien, si j'obtiens quelque chose, c'est sans doute que des internautes ont tagué la musique avec ces mots-clés. De même pour les vidéos, pour les livres. Si on cherche par l'auteur ou par le titre, l'indexation automatique fonctionnera, mais ce n'est pas toujours le cas. On cherche un livre pour se détendre, facile à lire, qui dépayse. Voilà des mots-clés qui ne pourront être associés en indexant automatiquement les contenus des livres. Heureusement, les tags pourront non seulement décrire le contenu des ressources, mais aussi indiquer une ambiance, une humeur qui y sont associées. Et de ce fait, être souvent bien plus en phase avec la façon dont les internautes formulent leurs recherches. Prolongeons cette idée pour aborder maintenant le sujet de la recommandation automatique. Imaginons que je n'ai plus rien à lire. Comment trouver un roman qui va me plaire sans retomber toujours sur les mêmes auteurs ? Là encore, le web social peut apporter une réponse avec les services de recommandation. C'est l'occasion de vous parler d'un site que j'aime beaucoup, LibraryThing. Une fois inscrit, on peut y constituer très facilement la liste des livres qu'on a lus. Il suffit de scanner le code barre avec son téléphone. Une fois le livre ajouté à ma bibliothèque, je peux lui donner une note de 0 à 5. Quel intérêt ? Eh bien, à partir de ces évaluations, le système connaît mes goûts et pourra me recommander des livres. 2 techniques de recommandation existent. La première consiste à recommander des livres au contenu similaire à ceux que j'ai aimés. Des livres du même auteur, du même genre, ou encore portant les mêmes tags. La seconde a une dimension sociale plus marquée, car elle consiste à repérer les utilisateurs qui ont aimé les mêmes livres que moi. Dans leur bibliothèque, il y a sans doute des livres qu'ils ont aimés et que je ne connais pas encore. Ces livres auront toutes les chances de me plaire.
Vous vous en doutez, on retrouve ce principe de recommandation dans bon nombre de services en ligne aujourd'hui. Vous connaissez certainement les recommandations d'achat du site Amazon. Ces services exploitent ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. Dès lors qu'un service dispose d'un très grand nombre d'utilisateurs et des traces de leurs activités, ce qu'ils aiment, ce qu'ils achètent, ce qu'ils consultent, il peut commencer à faire des statistiques poussées et à en tirer des informations intéressantes, voire monnayables. C'est cela qui permet d'offrir des services personnalisés. Cela peut être très agréable, mais selon les cas, on peut aussi finir par trouver cela agaçant, voire intrusif. Et on comprend alors le sens de cette phrase d'Andrew Lewis, qui nous alerte sur la façon dont les fournisseurs de services gratuits se rémunèrent. Si c'est gratuit, vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit qu'on vend. Vous avez maintenant une idée plus précise de ce que peuvent apporter les internautes les uns aux autres en enrichissant le web de leurs tags ou de leurs notes et évaluations. Ce sont des bienfaits du web social, mais dont on voit aussi la limite, dès lors que des acteurs puissants s'emparent de ces données pour en tirer un profit qui ne converge pas toujours avec notre intérêt. Dans cette séquence, vous allez découvrir quelques sites d'accès à des ressources partagées de divers types, images, musique, lecture, films. Vous verrez comment les tags et les notes, véritable indexation par la foule, vous facilitent la recherche. Vous pourrez même y contribuer en taguant vous-même des ressources ou en déposant de nouvelles. Vous vous intéresserez également aux conditions d'utilisation de ces services. Peut-on limiter l'accès à une partie des utilisateurs ? Peut-on imposer une licence d'utilisation ? Bon travail!